Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel du mois de février. On va évoquer avec vous la question du flux migratoire en Europe. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Alors on a choisi d'évoquer, je le disais à l'instant, la question de la crise migratoire. Vous le savez, il y a des événements particulièrement marquants qui ont jalonné l'actualité depuis plusieurs semaines. La Méditerranée comme la Manche sont devenus de véritables cimetières à ciel ouvert, dans l'indifférence quasi totale des puissances internationales qui sont concernées et qui se renvoient d'ailleurs systématiquement la balle pour savoir lequel d'entre eux est le plus responsable. Le président Emmanuel Macron a évoqué début décembre à Bruxelles la possibilité et sa volonté en tout cas de voir une refonte de l'espace Schengen être opérée par l'Union européenne. Quelle analyse vous portez sur cette proposition, sachant qu'il souhaite aussi s'orienter sur une politique de l'immigration choisie? Alors écoutez, je pense que le sujet d'aujourd'hui est essentiel pour nous tous. Et avant de répondre à votre question, si je peux me permettre, j'aimerais faire un pas en arrière parce que la toile de fond de la question de la migration est très importante pour répondre à votre question. Parce que je pense qu'il est très important qu'en tant qu'être humain, aujourd'hui, quand nous posons ces questions circonstancielles, la crise migratoire, il y a des femmes et des hommes qui quittent l'Afrique ou qui quittent l'Asie et qui veulent venir en Europe ou en Occident ou ailleurs. Avant de venir à la crise, il faut poser le principe. Et le principe humain, celui même que l'on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le principe du déplacement et du droit au déplacement, le droit à la liberté de pouvoir se déplacer. Et ce qu'il faut que nous mettions en évidence, avant même d'entrer dans cette considération spécifique de la crise, c'est de se dire, la migration, c'est une donnée essentielle et fondamentale de l'histoire humaine. Les femmes et les hommes ont toujours migré, se sont toujours déplacés. Et que même ceux qui aujourd'hui se présentent comme des habitants de l'Europe sont issus de migration historique. C'est important qu'on se souvienne de ça, qu'on ait la mémoire longue, que la migration fait partie de notre identité d'être humain. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, les femmes et les hommes migrent, avec ce droit qu'ils doivent avoir sur la terre, cette terre qui est la nôtre, à toute l'humanité, de pouvoir se déplacer. Donc, premier élément, la migration est non seulement un fait, mais c'est un fait positif. C'est ce qui rend l'être humain riche de son déplacement à travers l'espace. Ça, c'est un premier élément. Une fois qu'on a posé le principe et qui regarde la migration non pas comme un défaut de l'histoire, mais comme l'essence de l'histoire humaine, c'est pas la même chose. L'essence de l'histoire humaine, c'est de bouger, c'est de se déplacer. Les sédentaires qui ne bougent jamais, qui ne voient que leur environnement, peuvent devenir dangereux par leur vision très fermée du monde. Ce sont ceux qui bougent qui s'ouvre l'esprit, qui s'ouvre le cœur et qui s'ouvre aux horizons. Et d'autant plus dans un monde qu'on appelle aujourd'hui un monde globalisé. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'une fois qu'on sait que la migration est une donnée de l'histoire, il faut se poser la question de savoir pourquoi les gens bougent. Alors, il y a deux raisons. C'est Céline qui disait ceci dans Voyage au bout de la nuit. Il disait, dans le voyage, il faut toujours se poser une question. Est-ce que je pars par le mal du lieu que je quitte ou par l'espérance du lieu vers lequel je vais? Et aujourd'hui, dans les migrations, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on doit se poser comme question. Et aujourd'hui, on oublie de nous présenter les choses de cette façon-là. Il y a aujourd'hui dans les migrations de tous les pays du Sud, les causes, et la principale des causes, c'est je quitte l'horreur ou la difficulté et la misère du lieu où je vis, dont je viens, avec l'espérance d'une vie meilleure là où je vais. Et donc, on a les deux qui se lient. Aujourd'hui, en Occident, dans ceux qui sont riches et qui se déplacent, ils partent plus avec une espérance d'une vie qui peut être meilleure, d'autres opportunités, tous ceux qui quittent l'Europe pour aller aux États-Unis. Mais aujourd'hui, il faut qu'on pose la migration comme un élément qui est un élément central de l'histoire, puis ensuite qu'on se dise et qu'on pose la question, essayons de regarder les causes. Et quand on regarde les causes, on en arrive à cette position de l'Europe aujourd'hui, de ce que peut dire Macron ou d'autres, parce que Boris Johnson a eu la même position questionnant la migration. Toute l'Europe a cette attitude-là, l'Australie a cette attitude-là, les États-Unis. Il faut quand même se rendre compte que Trump demande à faire un mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est-à-dire un mur, c'est-à-dire on va non pas simplement avoir un mur légal, mais on va avoir un mur physique pour empêcher les gens de rentrer, de venir. Et là, il faut qu'on se pose la question, au lieu de nous dire aujourd'hui,
que par rapport aux migrations et de s'en tenir aux événements, parce que là, vous faites référence à ce qui s'est passé il y a quelques semaines et quelques mois sur 27 personnes qui sont mortes en voulant traverser la Manche. Et puis on sait ce qui se passe en Méditerranée. Mais attendez, je veux dire, ces réalités de la migration-là, mais elles sont une réalité qui dure depuis des décennies. La Méditerranée, dans certains de ces endroits, ce ne sont pas simplement des cimetières humains après ce qu'on a appelé les révoltes arabes et puis la volonté des Libyens et puis des Africains de l'Afrique subsaharienne de venir, mais c'est une réalité qui dure depuis longtemps. Même aujourd'hui, entre Mayotte, les Comores, l'île Maurice, il y a un cimetière là, qui est un cimetière dans la Méditerranée, marin, où dans la mer, des gens ne peuvent pas traverser. C'est-à-dire, dans cette région-là, vous avez un cimetière où des gens peuvent quitter une île du Comore pour aller à Mayotte ou pour aller à la Réunion, parce qu'ils sont dans la pauvreté. Et on s'aperçoit que, loin de l'effet médiatique qui prend juste une situation, parce que c'est 27 qui sont entre la France et les États-Unis et l'Angleterre. On a l'impression que la France et l'Angleterre règlent leur compte sur le dos de l'effet médiatique. Nous, il faut qu'on ait une vision beaucoup plus large et qu'on pose la vraie question maintenant. Alors, puisque la migration a toujours été, pourquoi ces femmes et ces hommes bougent comme ça? Pourquoi ils quittent leur pays? Et là, il y a le chaînon manquant de toute l'analyse. Qu'est-ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur comme le Premier ministre anglais? Eh bien, ce qui a intéressé, c'est il faut s'en prendre aux passeurs, aux trafiquants, ceux qui les aident à passer. Ce seraient eux les responsables. Non mais attendez, avant qu'ils soient responsables de les faire passer, posez-vous la question de savoir qui est responsable de les faire se déplacer. Qui est responsable de leur déplacement avant de savoir qui les aide à passer la mer ou à traverser la Manche? Qui est responsable? Eh bien, ce sont deux politiques. La politique qu'il faut voir en amont, vous ne pouvez pas appauvrir des pays, exploiter les peuples, prendre tout ce qui est la richesse de leurs terres, au point de faire des pays misérables et de prendre leurs richesses, c'est-à-dire vouloir ce qui est sous la terre, mais pas respecter les êtres humains qui sont sur la terre. Vous ne pouvez pas avoir cette politique-là, puis ensuite venir nous dire « et ceux qui sont des migrants économiques deviennent des criminels parce qu'ils sont clandestins ». C'est-à-dire que vous vous donnez le droit légal d'aller voler leurs richesses et vous imposez un droit légal de les empêcher de s'en défaire, de s'en libérer. Donc vous leur imposez légalement la misère et vous leur imposez légalement d'y rester. Eh bien ça ne peut pas être. Et ensuite vous décidez que ceux qui essayent de fuir, qui ont ce courage-là, sont dans la misère. Donc par rapport à votre question, il faut ouvrir ce champ-là parce que sinon les politiques nous piègent. Ils ont cette capacité à réduire notre champ d'analyse en nous disant attendez, il faut quand même que l'on discute de ces clandestins. Et puis ensuite, qui sont les clandestins? C'est les pauvres. Qui ne seront pas les clandestins? Eh bien, ceux dont on aura décidé qu'ils ne sont pas clandestins. Ils ont deux capacités, ceux-là. Ils ont deux qualités. Deux. Un, c'est soit ils ont beaucoup d'argent, ils ne sont jamais clandestins, parce que l'argent fera passer de l'illégalité à l'illégalité, parce que ce qui nous intéresse, c'est leur argent. Et puis il y a des personnes qui sont riches, non pas de leur argent, mais qui sont riches de leur savoir-faire et de leur intelligence. Eh bien, ceux-là, ils ne seront pas clandestins non plus. Et c'est ce qu'on appelle l'immigration choisie. Mais c'est une insulte aux droits humains, c'est une insulte. Alors on parlait lors de notre dernière émission de la situation en Chine et qu'on parlait des droits et des principes, eh bien c'est exactement la même chose aussi. On maquille derrière le droit l'inhumain de nos politiques ou l'inhumanité de notre politique. Alors justement, la France, elle est beaucoup critiquée, notamment par les ONG, sur les conditions d'accueil pour les réfugiés qu'elle accepte, en tout cas, d'accueillir et d'héberger. Ils sont très minoritaires, il faut le rappeler. Et également sur le fait qu'elle déboute un certain nombre de demandeurs d'asile, alors même qu'ils viennent de pays en guerre et qu'ils remplissent les conditions qui devraient leur permettre de bénéficier de cet asile. Si vous étiez aux responsabilités, quelles mesures est-ce que vous mettriez en place pour justement résoudre ce problème ? Il se trouve que, Dieu merci, je ne suis pas aux responsabilités, mais que si j'étais aux responsabilités, eh bien, dans le prolongement de la question ou de ma réponse à la question, à votre question maintenant, dans ma réponse précédente, il y a quand même une chose qui est
de penser les choses en amont. Parce qu'effectivement, la France est très critiquée sur le plan francophone, mais en fait, c'est une vraie question occidentale et c'est une vraie question européenne. Parce que la situation, par exemple, vers Calais, où on a mis en évidence le fait d'un traitement totalement inhumain, c'est vraiment, ce sont des taudis, c'est pire que des bidonvilles, il n'y a pas du tout de respect simplement de l'accueil des gens. Alors ça, c'est un lieu que l'on voit, puis ensuite il y a tout ce qui se passe dans le pays, et qui fait qu'à un moment donné, non content de mal les accueillir, on a criminalisé ceux qui allaient les accueillir. On a eu des condamnations contre des gens qui essayaient de faire entrer des migrants dans le pays et qui les sauvaient de la misère, tout simplement. Donc ça, c'est la réalité française, mais la réalité française, est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est pire de ce que l'on a à Lampedusa, en Italie? Est-ce qu'elle est pire que ce qu'on a en Grèce? Est-ce qu'elle est pire de ce que l'on a dans certaines régions d'Espagne? Eh bien non, parce que le problème, il n'est pas français. Le problème, il est que l'Europe décide économiquement de tirer profit des économies du Sud et ne veut pas les conséquences. Elle ne veut pas assumer les conséquences de sa politique. En fait, elle a une politique économique absolument inhumaine et elle ne veut pas payer le prix humain de sa politique économique. C'est-à-dire, il y a un coût humain à cette politique économique. Le coût humain, c'est que vous poussez des gens à quitter leur pays. Vous poussez des gens à devoir partir. Et donc, de ce point de vue, vous les poussez à venir, et en plus, vous les accueillez mal. Et pourquoi vous les accueillez mal? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mais si on les accueillait de façon plus humaine, ils viendraient plus encore. Donc, il faut les dissuader de venir. Et à partir de ce moment, ma position, si j'étais en face de ceci, c'est d'abord de poser la vraie question fondamentale. La vraie question fondamentale, c'est il n'y aura pas de dignité de la migration s'il n'y a pas de dignité de la politique économique à l'endroit des sociétés du Sud. C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui nous les faisons sortir d'une dépendance économique pour les aider à une autonomie? Ça, c'est un premier élément et c'est le premier principe qu'il faut mettre. Est-ce qu'en mettant ce premier principe, on va résoudre la question de la migration? Non. Donc ça veut dire qu'entre-temps, comme il y a des positions de principe, il faut qu'il y ait des politiques provisoires. Et la politique provisoire, c'est de refuser en Occident cette catégorisation entre il y a des immigrés légitimes, on les appelle politiques, et puis ceci c'est à géométrie variable. Selon nos intérêts, on va accepter que l'un soit un réfugié politique ou non. Ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, on va décider que tous ces migrants économiques, ils sont dans une clandestinité ou sans papier, donc on va les traiter comme de potentiels criminels ou alors des gens qu'il faut renvoyer. D'ailleurs, il faut quand même se rendre compte que la France a pris des positions par rapport aux États d'Afrique du Nord en leur disant on ne vous donne plus de visa si vous n'accueillez pas les gens que l'on renvoie, soit ce sont des migrants, soit ce sont de potentiels terroristes, en les renvoyant dans leur pays d'origine. D'ailleurs, c'est même pas leur pays d'origine, même ils sont encore, pour certains, ils sont français, mais on les renvoie dans ce que l'on suppose être leur pays d'origine parce que la génération d'avant, elle était algérienne ou tunisienne ou marocaine. Donc on est dans une situation totalement insensée. Et donc, de ce point de vue, ça, il faut l'arrêter. À un moment donné, il faut assumer les conséquences humaines de nos politiques économiques. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est de dire, on va accueillir les immigrants économiques. Et puis, il faut arrêter l'hypocrisie. Parce qu'il y a un deuxième et dernier élément que j'aimerais mettre en évidence dans ma réponse, c'est qu'il faut se rendre compte aujourd'hui qu'il y a un gain économique à la clandestinité de certaines personnes. C'est-à-dire qu'on sait en Europe qu'on a besoin de migrants, qu'on a besoin d'immigrés, qu'on a besoin de travailleurs, et qu'en fait, on ne leur donne pas leurs papiers, mais on se trouve dans une situation où on sait qu'ils sont clandestins, on sait qu'ils sont là, et on offre une espèce de zone grise à certaines entreprises de pouvoir les exploiter. Donc il y a une exploitation connue et tue de non-responsables politiques sur une partie de la population qui vient et qui, sans papier, peut être exploitée par des entreprises sur le plan local. Et que ça, c'est une hypocrisie absolue. C'est-à-dire qu'on nous dit on veut toute la légalité, rien que le droit, mais on fait l'économie de l'appliquer jusqu'au bout, et puis on dispose un processus d'engagement sur le plan économique, sur le plan de la population clandestine, soi-disant, qui permet d'exploiter les gens. Donc on est dans une situation qui est
absolument inacceptable. Et moi, je commencerai par ça. Je commencerai par une vision, une position de principe sur le plan global, et puis des politiques stratégiques qui consistent à reconnaître, d'une part, le droit humain, et puis surtout aussi nos responsabilités économiques et nos besoins économiques. On a besoin de cette population-là. Et donc, cette idée qu'il faut maintenant choisir les gens qui viennent chez nous en fonction de l'épaisseur de leur porte-monnaie ou de la performance de leur matière grise est doublement inhumaine. Alors en France, on est en période préélectorale, hein, vous le savez, on va élire notre prochain président dans quelques semaines. Est-ce que vous voyez une réelle volonté de la part des candidats, en tout cas qui se présentent, et puis en l'occurrence du président candidat, essayer de trouver une solution pour apaiser les tensions, ou est-ce que vous voyez plutôt cette thématique de l'immigration plutôt utilisée, instrumentalisée de manière opportune pour les campagnes électorales? Non, cette situation sur la migration, elle est triplement utilisée. Parce que, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous dit, il y a moins de gauche, moins de droite, ça n'existe plus, il n'y a plus d'idéologie, et donc maintenant on nous propose tout en même temps, et l'avènement d'un certain nombre de technocrates. Sauf que, transversalement, par rapport à cette réalité, où est-ce que le clivage gauche-droite apparaît comme s'effritant peu à peu? Eh bien, sur deux questions. L'une de ces questions, c'est l'immigration. En fait, je disais à l'époque, en 2012, dans le débat entre Sarkozy et Hollande, que le vrai gagnant du débat, c'était ni Sarkozy ni Hollande, mais c'était l'extrême droite. Parce que sur deux sujets, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord avec qui? Ils étaient d'accord entre eux, mais avec les positions de l'extrême droite française, Marine Le Pen. Et donc, à quoi sert l'immigration aujourd'hui? Non pas à poser le début de notre débat, c'est-à-dire il faut de ce point de vue-là avoir des principes humains, il y a des principes qu'il faut défendre. Non, ça ne sert pas à ça. Aujourd'hui, la migration sert à dire attention, des populations pauvres sont en train de mettre doublement en danger nos sociétés. Ils viennent prendre ce qu'on entendait avant de l'extrême droite, ils viennent prendre le pain des Français, le pain des Européens, donc ils viennent prendre notre pain, c'est-à-dire ils viennent avoir un poids économique sans considérer qu'en fait ils viennent souvent travailler pour des travaux que la population, ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis ne sont prêts à faire, mais ça c'est un. Et le deuxième élément, attention, il faut ajouter à la migration le fait que si hier elle était polonaise, espagnole, portugaise et d'Europe de l'Est, aujourd'hui elle est essentiellement africaine et asiatique et elle est musulmane. Donc on a l'effet qui se décuple, c'est-à-dire nous sommes en danger économique et nous sommes en danger identitaire. Donc l'immigration, c'est ça qui est en train de se poser. Donc dans les élections aujourd'hui, vous avez un certain nombre de protagonistes. Alors vous l'aviez auparavant avec Marine Le Pen, vous l'aviez avec l'extrême droite, vous l'avez avec d'autres interlocuteurs ou d'autres candidats aujourd'hui qui ont fait en sorte que l'ensemble du paysage, l'ensemble du positionnement des acteurs politiques se soit complètement déplacé vers ces positions-là. Ils sont tous obligés de parler de l'immigration, ils sont tous obligés, et toujours selon les mêmes termes. C'est-à-dire que l'immigration, ce n'est pas une question de droits humains, ça devient une question de sécurité. Ça n'est pas une question de comment est-ce qu'on accueille un homme qui fuit la misère, c'est comment est-ce que l'on se protège économiquement et culturellement, voire religieusement du danger qu'il représente. Et donc on est dans un discours complètement vicié. Donc les élections, elles se présentent de cette façon-là, mais le problème, c'est que ça n'est pas simplement en France que ça se passe comme ça. Il faut qu'on se rende compte que la France est emblématique, mais que ça se passe la même chose il se passe exactement la même chose en Angleterre, il se passe la même chose en Australie, il se passe la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train de dire attention à la migration qui fut un temps la dignité des hommes, devient aujourd'hui le danger de notre identité. Et donc ça, il faut qu'on ait une parole politique qui le conteste, et pas simplement dans des petits calculs politiques. Il ne faut pas jouer sur l'émotion des immigrés, il faut affirmer leurs droits. Alors justement, vous souleviez à l'instant un petit peu la question de ce que j'appelle un peu leur paranoïa sur une insécurité culturelle.
il y a certaines préfectures, notamment en France, qui demandent, lorsque un réfugié fait une demande d'asile ou une demande de naturalisation ou de carte de séjour, à ce que la personne passe des tests de français. Ils les questionnent sur leur adhésion éventuelle aux valeurs de la République et un certain nombre comme ça de notions qui sont vachement subjectives et qui sont régulièrement dénoncées par des ONG. Comment est-ce que vous analysez ces nouveaux critères qui sont désormais posés à une certaine immigration? Parce qu'on ne demande pas ça à certains pays pour des migrations nord vers le nord, mais plutôt sud vers le nord. Et ça pose la question de l'égalité. Ben oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il y a les frontières physiques, il y a les frontières matérielles. Donc le physique, c'est simplement la frontière que l'on a entre deux pays. Matériel ou matérialisant ceci, il y a des murs que l'on construit ou des barbelés. Parce que je parlais du mur aux États-Unis, entre les États-Unis et le Mexique, mais vous avez eu des barbelés en Hongrie, vous avez eu des barbelés en Europe de l'Est. C'est-à-dire que vraiment, on empêchait les femmes et les hommes de passer à coups de barbelés. Et puis, il y a eu à un moment donné l'accueil qui a été surprenant. C'est-à-dire que tout à coup, Merkel a dit je vais accueillir 1 million de personnes. Elle les a accueillis. Mais elle faisait un calcul économique. Le calcul économique, c'est qu'on va avoir besoin de cette population-là. Et donc, il y a de ce point de vue des calculs qui sont économiques et qu'il faudra considérer. Maintenant, par rapport à votre question et de ce que l'on en fait sur le plan identitaire, eh bien, on va utiliser une deuxième forme de barrière. C'est la barrière de ce qu'on appelle le test. Pour pouvoir savoir si, d'abord, vous pouvez être résident, puis ensuite, d'abord, est-ce que immigré, vous pouvez devenir résident, et est-ce que de résident, plus tard, vous pourrez être citoyen. On a des tests comme ceci qui vont nous permettre de savoir si vous avez intégré la culture du pays. Ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que en Allemagne, ils avaient ces tests il y a quelque temps, puis il y en a un qui dit, vous posez cette question, ce test-là, vous le donnez au pape, il ne passe pas le test. Parce que cette question morale, on présentait la morale ou l'éthique européenne comme si elle était représentée par quelque chose que n'importe quel catholique allemand ou protestant ou juif n'aurait pas accepté. Mais ça visait justement les musulmans, c'est-à-dire qu'il fallait les choquer. On a même, en Hollande, on avait une photo d'un couple de femmes et on le présentait, on dit « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Donc le fait, c'était de choquer pour vouloir renvoyer les personnes à leurs principes. Ça, ce sont des mesures qui sont des mesures dilatoires, ce sont des mesures où on va marquer encore une fois la volonté de marquer la différence. C'est-à-dire, vous n'êtes pas de notre culture, vous ne serez des nôtres que quand vous aurez accepté tout ceci. Ce qui, historiquement, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui vient d'arriver d'avoir déjà conscience de ce qu'est la culture européenne, la culture occidentale, et puis de se départir de la sienne. Ça, c'est simplement jouer sur son émotif, jouer sur sa tradition, au nom de sa modernité. Ça ne correspond à aucun registre de la psychologie collective, du mouvement. C'est encore une fois uniquement un moyen de plus pour repousser les gens, pour les choquer. Donc tout ça, il faut en faire la critique. Maintenant, les migrations ont des histoires et on les connaît. Quand les Espagnols se déplaçaient, quand les Italiens, pour des raisons économiques, ou les Portugais, à un moment donné, ils se mettent ensemble pour se protéger, puis ensuite ils commencent à être en connexion avec la population alentour, puis finalement, Davide ou Paolo, ce sont devenus des noms français, sauf dans l'esprit d'un certain nombre d'interlocuteurs qui n'ont pas compris que les noms d'un pays ne sont que l'addition des noms de la migration de son histoire. C'est tout, c'est simple. Et que Fatima, c'est un nom français aujourd'hui, que certains le veuillent ou ne le veuillent pas. Donc quand on porte cette perspective-là et qu'on la met en évidence, nous, ce qu'il faut aujourd'hui réussir à dire et à traduire, c'est qu'il ne suffit pas d'un test à l'entrée pour pouvoir vivre ensemble à la fin du test. Ce n'est pas le test qui fera la différence. Ce qui fera le test, c'est 3 choses. 1, la qualité humaine de votre accueil, le respect légal de l'égalité des êtres, des hommes et des femmes, et puis les opportunités sociales
au moment où on est résident. C'est que ça qui fait le bon vivre ensemble. Le reste, c'est que de la poudre aux yeux. Et aujourd'hui, on veut... Pourquoi est-ce qu'on entretient cette poudre aux yeux? C'est de laisser entendre tout ce phénomène-là n'est qu'une question sécuritaire. Mais non, c'est une question humaine, c'est une question du droit humain, c'est une question de l'égalité, c'est une question de l'avenir de nos sociétés. Et qu'on ne se protège pas par un test, on se protège par la justice avec laquelle on accueille en dignité et en respect les femmes et les hommes qui viennent à nous. La fin des interventions, qu'elles soient militaires ou même économiques, sur le continent africain de la part de pays occidentaux ou même en Afghanistan, en Syrie, on l'a vu au Liban, est-ce que vous pensez que ça peut mettre justement un coup de frein ou que ça peut même arrêter les flux migratoires ou pas encore? Non, je pense que ça peut les diminuer pour un temps, mais ce qui diminuera le flux migratoire, c'est la fin de l'exploitation des peuples. La fin de l'exploitation des peuples, c'est deux choses essentiellement. C'est reconnaître, d'abord, ces deux choses. La première, c'est de cesser de soutenir les dictateurs qui exploitent leur peuple et qui placent leur argent dans les banques occidentales et qui volent leur peuple. Déjà, ça, c'est le premier élément. Et c'est pour ça que ce que je dis à beaucoup d'Africains, à beaucoup de pays asiatiques ou sud-américains ou latino-américains, c'est de dire l'Europe, l'Occident ne fait que ce que Ben Ali avait dit en Algérie, mais qu'avant lui, ça avait été dit récemment, je faisais une intervention sur la Boétie. Finalement, ce sont les peuples qui s'asservissent eux-mêmes. C'est eux qui finalement finissent par accepter. Et qu'à un moment donné, il faut reconnaître que les premiers à faire le jeu de l'Occident, ce sont ceux qui sont des corrompus à la tête des États africains, en Asie ou en Afrique. Ça, c'est un premier élément. Et ça, c'est le premier élément qu'il faut mettre en évidence. Tant qu'on aura ceci, tant qu'on aura cette logique de la corruption, de personnes qui volent leur peuple, je veux dire, on a toute l'affaire des biens mal acquis en France, de toute l'exploitation, du fait qu'aujourd'hui, avec toute la misère qu'il y a en Afrique, il y a plus d'argent qui monte d'Afrique en Europe que de l'Europe en Afrique. C'est quand même sidérant. Je veux dire, les peuples sont affamés, il y a plus d'argent qui revient en Occident que d'argent qui descend de l'Occident et qui permet une vie plus digne. Et bien ça, c'est un premier élément qui fera que tant que ce sera comme ça, il n'y aura pas. On ne pourra pas mettre fin à la migration. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui vient de l'Occident, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez vous protéger sur le plan identitaire et culturel, acceptez le partage économique. Mais vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, l'assiette, la table, la chaise et laisser les gens par terre en espérant qu'ils ne se lèvent pas. C'est pas possible. À un moment donné, il faut que ça cesse. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas partager économiquement, vous allez en payer le prix humainement. Les gens vont venir et ils ont le droit de le faire. C'est un droit humain. C'est-à-dire, il est noté dans les préambules de la Déclaration des droits de l'homme que dans des situations de misère, eh bien, les gens ont le droit légitime de défendre leur dignité. Mais vous ne pouvez pas tenir des peuples dans l'indigne et estimer qu'il est illégal pour eux de venir essayer de frapper à la porte de votre maison. Ben, évidemment qu'ils ont le droit de le faire. Aujourd'hui, qui sont les courageux? Ceux qui restent en Afrique ou ces jeunes-là qui partent du pays et puis qui sont prêts à traverser la mer? Et puis c'est eux les courageux. Et qu'est-ce qu'ils disent à l'Occident? Ben, vous êtes des voleurs. Et on vient essayer de reprendre une partie du bien que vous avez volé à notre histoire, à notre mémoire, à nos pays. C'est ça la réalité. Le vrai message, c'est pas simplement leur espoir d'une vie meilleure, c'est simplement de dire, il y a des voleurs dans l'histoire. Où sont les voleurs? Là où nous sommes obligés d'aller pour pouvoir vivre et survivre. Je vous remercie, Tariq Ramadan, d'avoir répondu à mes questions et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour évoquer la participation politique en période électorale. Merci à vous. Merci. Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vous retrouve pour une nouvelle émission, une nouvelle étape dans notre réflexion autour de l'éveil. L'éveil, nous avons vu et nous en avons parlé, l'éveil d'abord, la conscience de soi, le rapport au mot de l'âme et puis effectivement cette distinction et cette compréhension plus profonde qu'il faut avoir entre le soi et l'ego. Dans ce cheminement,
celui de cette compréhension de ce que l'ego peut produire dans notre rapport à notre pouvoir, dans notre rapport à nous-mêmes, dans finalement ce qu'on appelle l'associationnisme et shirk, en fait, de confondre notre relation au Dieu unique avec la relation que l'on a avec notre propre moi, cette façon de nous mettre au centre des choses. On va s'apercevoir que dans la connaissance que l'on a de nous-mêmes, dans le passage qu'il y a de soi à l'ego, il y a de nouveau une tension, de nouveau un univers qu'il faut bien comprendre à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'il peut nous faire penser que nous sommes dans le soi quand il nous a amenés vers l'ego, quand il nous a amenés à la surface de ce que nous sommes. Et cette notion-là, elle est spirituellement centrale. Centrale parce qu'elle a à voir avec ce qui nous constitue. En fait, dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes, nous nous apercevons qu'il y a des éléments qui nous constituent qui sont ambivalents. Ils sont autant des éléments qui nous élèvent que des éléments qui peuvent nous enfermer. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que ce qui pourrait nous élever nous enferme? C'est une double situation personnelle. Quand nous n'en avons pas conscience et quand nous ne le maîtrisons pas. Quel est cet élément qui est central dans cette relation dont nous avons parlé le mois dernier entre le soi et l'ego? Ce sont les émotions. Les émotions qui nous constituent. En fait, dans notre rapport au quotidien, dans notre rapport à la vie, rien n'est plus beau que l'émotion. L'émotion, c'est un cadeau. L'émotion, c'est ce qui nous fait nous sentir bien. C'est ce qui nous fait ressentir et l'amour, et l'affection, et l'amitié, et la fraternité. Et encore une fois, toutes les spiritualités vous parlent de tous ces éléments de l'émotion. Il nous est même dit « Dieu aime ». Dieu aime, c'est-à-dire qu'il y a l'expression pour nous, non pas qu'il aime comme nous aimons, mais nous savons ce que ça veut dire qu'il aime, puisque nous aimons, c'est-à-dire que nous avons un rapport émotif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, nous aimons le bien, nous aimons le beau. Dieu est beau et il aime la beauté. Allahu jamilu yuhibbul jamal. In kuntum tuhibbun Allah. Si vous aimez Dieu, yuhibbukumullah, Dieu vous aimera. C'est un sentiment, c'est une émotion qui nous habite et qui est quelque chose que nous considérons naturellement comme positif. Alors comment ces émotions qui peuvent être et qui sont immédiatement dans notre conscience des éléments positifs, beaux, et qui nous constituent comme êtres humains, peuvent-ils à des moments donnés faire en sorte qu'elles nous transforment et elles nous emprisonnent? Comment ce qui m'élève peut finir par m'emprisonner? Quel est ce rapport tout à fait subtil qu'il y a à l'intérieur de moi? Comment l'amour qui est beau peut finalement m'attacher et devenir ma prison? Comment ce qui est la beauté peut être quelque chose qui m'élève, mais cette beauté peut m'attirer par la fascination du mal, par exemple. Eh bien, comment cela se passe-t-il? C'est ceci qui est important pour nous. Et si nous restons à la surface de notre ego, nous pouvons dire, comme cela est dit, toutes les émotions sont bonnes, puisque c'est spontané, c'est nous, puisque c'est naturel, c'est nous. Ça, c'est l'ego qui parle. Mais le soi, il dit autre chose. Le soi, il dit, viens, reviens à tes émotions, reviens à ce qui te constitue et sache d'où ça vient. Au fond, connais-toi. Et sache en fait que l'émotion, ce que nous savons aujourd'hui par les neurosciences, ce que nous savons aujourd'hui par toutes les études qui sont faites sur le fonctionnement du cerveau humain, mais qu'est-ce que c'est qu'une émotion? En fait, nous savons aujourd'hui que notre cerveau fonctionne par zone et qu'il y a dans le cortex une réaction qui est tout ce qui est discursif, c'est-à-dire rationnel, et puis qu'il y a des zones, à partir de l'amygdale, celle qui est dans le cerveau, où tout est lié à l'émotif. Et en fait, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous avons des stimuli qui nous viennent de l'extérieur et que le cerveau réagit à ces stimuli et produit de l'émotif, de l'émotion. Et qu'en fait, ce que nous pensions comme étant spontané venant de nous n'est qu'une réaction à des stimuli extérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui nous viennent à l'extérieur, donc l'émotion est une réaction. Ça n'est pas la spontanéité de ce que je suis, c'est la réaction de mon être à ce qui vient à moi. Et quand vous avez compris ceci, vous comprenez différemment une image du Coran.
Une image du Coran qui vous dit « Kalimatun tayyibatun ka shajaratin tayyibah ». Une parole de bien, c'est comme un arbre de bien, ses racines sont solides. Et puis, la parole de mal, comme la parole de mal, c'est comme un arbre qui est elle a été déracinée du sol, elle n'a pas de stabilité. Et là, vous comprenez une chose. En fait, que l'arbre qui a des racines, il a sa solidité par les racines. Mais celle qui n'a pas de racines, dont la force ne vient pas de ses racines, elle est déracinée et elle n'a pas de stabilité. En fait, elle est sujette aux éléments extérieurs. En d'autres termes, si vous êtes dans l'ego et que vous n'avez pas vos racines, eh bien, vos émotions, qui sont, je vous le rappelle, des réactions à des stimuli extérieurs, c'est l'extérieur qui décide dans quel sens vous avez allé. Mais si vous avez une connaissance de vous-même, si vous avez des racines, votre force, elle vient de la racine, elle vient de la force, elle vient de ce qui vous constitue. Et cela veut dire que par rapport à nos émotions, savoir que l'émotion vient de ce qui me vient de l'extérieur, doit me faire comprendre que si je ne comprends pas l'émotion, que si je ne maîtrise pas l'émotion, eh bien je serai le sujet, je serai cet ego qui est soumis aux stimuli extérieurs. Qu'en fait, ce que je dois faire, ce n'est pas nier l'émotion, je ne dois pas nier l'amour, je ne dois pas nier la fraternité, je ne dois pas nier le bien-être, je ne dois pas nier le beau, je ne dois rien nier de ceci, mais je dois en faire des éléments qui participent de mes racines. C'est-à-dire que je dois les connaître et les maîtriser. Maîtriser l'émotion, ça n'est pas la nier, c'est lui donner du sens, lui donner de la force. Décider pour moi-même, avec ma conscience et de ce que je connais de moi, dans quel sens l'émotion va aller. Qu'est-ce que je vais en faire? Et donc vous voyez que dans toutes les spiritualités, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre travail, même dans le rationalisme socratique, qu'est-ce qui vous est dit? Il vous est dit qu'il faut nourrir en soi la tempérance, qu'il faut travailler à sa félicité. Qu'est-ce que c'est la tempérance? La tempérance, c'est la maîtrise de soi. C'est-à-dire que quand on a une forte émotion, la maîtriser. Qu'est-ce que veut dire dans la tradition bouddhiste le fait de travailler par rapport à cette émotion ou ce sentiment de la souffrance? C'est la maîtrise de soi. En fait, une fois que nous sommes dans la connaissance de soi et que nous sommes dans la gratitude, la deuxième étape, pour que l'émotion ne me fasse pas passer à l'ego, il faut que le soi accueille l'émotion et la maîtrise. Ce que disait le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, à ceux à qui il interpellait. Il avait en face de lui, c'était des situations de guerre, c'était des situations où il y avait des batailles, et donc il les interpelle. C'est la méthode pédagogique du prophète, salam, qui est systématiquement de poser des questions, parce qu'il y a dans le fait de poser des questions, le fait d'interpeller l'intelligence, mais quand l'intelligence entend la réponse, elle est 2 fois plus ancrée parce qu'elle reconnaît la faiblesse qu'elle a eue à ne pas savoir la réponse et la force de la réponse. Donc c'est ça qui est tout à fait impressionnant, c'est que le prophète salam, il faisait souvent ça. Il pose une question et le fait que vous ne sachiez pas, vous met en face de vos limites, et le fait de la force de la réponse l'ancre encore davantage. Et qu'est-ce qu'il pose la question? Il dit, qui est le fort parmi vous? Qui est la personne qui est forte parmi vous? Et à des gens qui sont habitués dans leur contexte à se lutter contre l'ennemi, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui renverse l'ennemi. Il dit non, c'est celui qui maîtrise son émotion quand il est en colère, qui se maîtrise. Celui qui maîtrise sa colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais ne refuse pas ta colère. Ta colère, elle peut être... Il y a même des colères saines. Il y a même des colères saines, on le sait, le prophète salam, pouvait se mettre en colère quand on touchait à la seigneurie, quand on touchait à Dieu, quand on touchait à l'être suprême. Quand on touchait à lui, il pouvait l'admettre. Quand on touchait à Dieu, il ne l'admettait pas. Il exprimait une colère, son visage devenait rouge, mais c'était une colère contenue, maîtrisée. Au sens, ici, que nous devons comprendre qu'il répond, celui qui est fort parmi vous, c'est celui qui maîtrise sa colère. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est la force? C'est pas ton rapport à l'autre, c'est ton rapport à toi. Tu seras fort vis-à-vis de toi et ça permettra à ton être de ne pas verser dans l'ego.
l'ego est faible. L'être qui se maîtrise est fort. La force vient de là. Et donc cette notion de l'émotion, même du sentiment d'amour, du sentiment de fraternité, qu'est-ce que ça veut dire de maîtriser cette émotion? En fait, la maîtrise, elle vient avec tout ce que je vous ai dit le mois précédent, dans notre dernier cours. Elle vient avec la reconnaissance de l'émotion et une connaissance suffisante pour lui donner du sens. Vous pouvez aimer naturellement. Vous pouvez naturellement aimer votre maman, aimer votre papa. Et tout ça, c'est naturel. La maîtrise de cet amour, c'est de continuer à aimer son père et sa mère en donnant du sens à cet amour. Et c'est ce que Dieu vous dit. Dieu vous dit, vous ne saurez pas m'aimer si vous ne savez pas les aimer. L'amour de Dieu passe par l'amour des parents. Apprends à mieux aimer tes parents, c'est une façon de mieux aimer Dieu. Et tout à coup, ça a du sens. Et tout à coup, c'est autre chose. Quand il vous est dit, aime ta femme, aime ton mari, c'est pourquoi? C'est simplement pour nourrir l'amour? Non, c'est qu'il y a dans cet amour l'expression d'une protection. Sekanan, c'est-à-dire ce qui est dit, une protection qui vous est offerte. Et dans cette protection qui vous est offerte, il y a le signe que vous, ensemble, vous êtes dans l'amour de Dieu. Et c'est la même chose par rapport à vos enfants. C'est-à-dire que la maîtrise de l'émotion, ce n'est pas de vivre l'émotion, c'est de lui donner un sens. Et quand est-ce qu'on donne un sens à son émotion? Quand on a compris ce que c'était que la gratitude. Parce que dire merci, c'est dire merci pour ce que l'on est, et donner du sens à l'émotion, c'est savoir qui l'on est, et pour qui l'on est, et où l'on va. C'est donner du sens à ces émotions, donner du sens à la fraternité. La fraternité, les croyants sont frères, mais c'est pas tout. Les croyants sont frères, certes, mais ils font partie d'une famille plus grande. Parce que oh vous les gens, est-il dit dans le Coran. Mais vous avez ceci dans les traditions bouddhistes, hindouistes, l'humanité est une. Et cela veut dire nourrir en soi l'amour du frère en humanité. Et l'amour du frère en humanité, pourquoi est-ce qu'on la nourrirait? Comme ça, simplement pour l'entretenir, parce que ça nous vient. Mais non, elle nous vient comme ceci, mais il faut la nourrir. Il faut la nourrir et il faut l'éduquer. Et l'éduquer, nourrir, éduquer une émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lui donner du sens. Le devoir du sens fait passer, ou la compréhension du sens fait passer l'émotion d'une émotion que l'on subit à une émotion que l'on exprime, que l'on maîtrise. Et à quoi est-on passé en parlant de cela? On est passé de l'émotion à la spiritualité. La différence entre l'émotion et la spiritualité, c'est que la spiritualité donne du sens à l'émotion. Elle donne du sens à l'émotion, elle donne du sens à la beauté, elle donne du sens à l'amour, elle donne du sens à la fraternité, elle donne du sens à l'amitié. Et c'est ce que nous devons, de ce point de vue, comprendre, nourrir et développer dans notre rapport à la réalité du quotidien. Et pour donner du sens à l'émotion, il faut faire un travail. C'est un travail qui est un travail d'introspection, c'est un travail de connaissance de soi. Et vous voyez bien comment, justement, tout est connecté, tout est lié. Tout le travail dont nous avons parlé sur la connaissance de soi, le retour à l'intérieur, la connaissance de tout ce qui nous habite naturellement, nos émotions nous habitent naturellement, et bien de ce point de vue, par un travail d'introspection, par un travail de vigilance intellectuelle et consciente, ce que nous trouvons dans toutes les traditions mystiques, c'est-à-dire al-muraqaba, de savoir qui je suis, comment j'agis, comment je réagis, et bien de regarder en quoi ces émotions, elles me donnent énormément de plaisir, énormément de moments qui sont des moments de bien-être, et donc tout ceci, il faut le célébrer. Et puis, il y a d'autres émotions qui peuvent être des émotions négatives. Mais toutes les émotions exigent, pour la conscience humaine de qui connaît la dette, la compréhension de ce qu'elle est et la maîtrise de ce qu'elle pourrait devenir. Parce qu'il y a apparemment de bonnes émotions et puis apparemment de mauvaises émotions, mais dans la maîtrise, on s'aperçoit qu'il y a dans les bonnes émotions, par exemple la fraternité, l'amour, des choses qui pourraient nous amener à devenir négatifs si on les suit, et puis il y a dans les émotions négatives, des choses qui, si on les laisse ou si on les maîtrise, pourraient devenir positifs. Alors je prends des exemples de nos émotions, c'est-à-dire que nos émotions, le sentiment fraternel ou le sentiment d'amour pourrait, au nom de l'amour, s'il n'est pas maîtrisé, nous amener à
à accepter des choses qui sont inacceptables. Finalement, accepter de quelqu'un qu'on aime, des comportements, de ne pas avoir une fraternité exigeante, de ne pas avoir un amour exigeant. Mais d'un autre côté, il y a des émotions qui sont négatives, qui sont des émotions de colère, mais il faut pouvoir les maîtriser, parce que être en colère devant l'injustice, c'est un signe de dignité, c'est-à-dire une émotion négative maîtrisée peut devenir une force qui permet à l'être de se soulever, même par rapport à la violence. Si on vous frappe, nous n'avons pas dans notre tradition le fait de tendre l'autre joue. Nous avons dans nos traditions, comme dans la tradition chrétienne, bouddhiste, confucianisme, le fait d'être pacifique, qu'il y a du bien dans sulh, dans le fait de pacifier, bien sûr, mais à un moment donné, devant l'inacceptable, devant le fait de traiter les êtres comment, il faut se lever. Donc il faut faire de son émotion négative, qui peut être la violence, une expression digne de la légitime défense, la légitime résistance. Donc vous voyez bien que les émotions ne sont pas une fois pour toutes bonnes ou une fois pour toutes mauvaises. C'est la maîtrise que vous en avez qui fera, de ce point de vue, que vous passez dans et que vous entrez dans le monde d'une spiritualité consciente, d'une spiritualité qui donne sens à l'émotion et qui lui donne une orientation. Et il en est ainsi dans notre engagement de vie, dans notre projet de vie, de tout ce qui va nous définir. Et vous le voyez, ce rapport à l'émotion vient et nourrit par ce que je disais au tout début sur la conscience que l'on a de soi-même, la conscience de la dette et la conscience de la responsabilité. J'ai des responsabilités spirituelles dans ce qui me caractérise au naturel. Je répète, j'ai des responsabilités spirituelles dans ce qui me caractérise au naturel. Oui, je suis comme ça. Quelqu'un pourrait dire, mais je suis comme ça. Je ne me change pas. Non, on ne change pas qui l'on est, mais on peut réformer avec responsabilité et spiritualité qui l'on est pour devenir un être meilleur, donner du sens à ce que l'on est, donner du sens à ce que l'on sent, donner du sens à ses émotions et passer dans un registre spirituel de responsabilité et de maîtrise. Mais dans tous les plans, sur tous les plans. Alors tout ce que je vous dis, c'est dans le rapport que l'on a à soi-même, mais ça veut dire aussi dans son entourage. Donner du sens spirituel à la présence, à la relation qu'on a à ses parents. Donner du sens spirituel de la relation qu'on a à ses parents, dans la relation spirituelle qu'on a avec ses enfants, dans la relation spirituelle qu'on a avec son environnement social, avec les pauvres, avec ceux qui sont dans la misère, avec la nature. Donner un sens spirituel dans sa relation avec la nature. Et cela, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est encore une fois jamais de tuer l'émotion. C'est de la comprendre, de l'orienter et de l'assumer. Comprendre, assumer et orienter. Donc déjà, il faut, de ce point de vue, mettre en évidence tout ce rapport spirituel. Mais il y a un rapport spirituel à la nature. Et donc là, on est dans ce que j'appelais une écologie d'avant l'écologie. C'est-à-dire non pas simplement l'émerveillement de la nature, mais l'émerveillement de la nature qui est en même temps une prière, qui est en même temps une célébration, qui est en même temps un rapport spirituel. Mais ce n'est pas tout, même par rapport à l'art. Il y a des personnes qui nous enseignent et qui nous disent « Oui, le beau seul compte et puis tout ce qui est beau est bon. » Eh bien non. Tout ce qui est beau n'est pas forcément beau. Des choses belles peuvent être destructrices, des choses belles peuvent nous faire perdre le sens. Et donc il faut donner au beau du sens, comme on donne aux émotions du sens. Le sens qui est la finalité, qui est la célébration, qui est le fait de savoir, quand on est face au beau, qu'il y a plus beau que le beau, et que Dieu est beau, et qu'en même temps qu'on célèbre le beau, on fait une prière. Et tout retrouve une harmonie et tout se construit, se place dans une harmonie, dans une symphonie qui est ce travail de la spiritualité-là, ce travail que nous avons et qui commence par le travail que l'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport à une simple émotion à laquelle on donne du sens, sur laquelle on travaille. Donc, une émotion assumée, une émotion connue et reconnue, une émotion qui est orientée. Parce qu'au bout du compte, et ce sera la conclusion pour aujourd'hui, au bout du compte, dans la connaissance que nous avons de nous-mêmes, le divin, le spirituel,
ne nous dit pas de nier quelque chose qui nous constitue. Le divin ne nous dit pas de rejeter ce qui nous fait, nous façonne. Il ne nous dit jamais ça. Il nous fait comprendre, je vous ai créé comme je l'ai voulu, et m'aimer, c'est l'accepter. Ça, c'est un premier élément. Mais si vous m'aimez, il ne s'agit pas simplement d'accepter, il s'agit de vous réformer, il s'agit de vous rapprocher. Et de vous rapprocher exige que vous vous connaissiez, que vous vous maîtrisiez, et que de ces émotions naturelles qui vous façonnent, vous accédiez au spirituel qui vous rapproche de l'être et du Créateur. C'est ce travail-là dont il est question aujourd'hui. Et encore une fois, autant nous sommes dans un monde qui nous ment, qui nous dit vos émotions sont votre liberté. Nous savons aujourd'hui que nos émotions sont nos prisons. Parce qu'il y a 1001 moyens à l'extérieur de manipuler nos émotions pour nous faire croire que nous sommes libres. Et il y a un seul moyen de devenir libre avec nos émotions, c'est de les connaître, de les comprendre, de les maîtriser, pas de les mépriser, de les célébrer et d'accéder à quelque chose qui est une liberté supérieure, celle où l'ego est dépassé pour retrouver la profondeur du soi, où l'émotion est comprise, célébrée, orientée dans l'amour que l'on a de l'être unique quand on est croyant et de l'univers et du don de la vie quand on respecte la vie. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.